c'est marrant parce qu'on n'avait jamais parlé de chirurgie bariatrique à SOS Hépatite, hein, en 23 forums. Et puis là, on découvre, c'est vraiment un sujet nouveau qu'on découvre, enfin, sauf ceux qui ont déjà été confrontés personnellement, mais sinon, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais traité. Et, euh, et pourtant, c'est un sujet dans la nage qui est important, ne serait-ce que. Voilà. On dit souvent, je l'ai encore entendu tout à l'heure, dans la nage, il n'y a pas de traitement. Bah si, là, il y a un traitement. Hein, c'est pas médicamenteux, mais un traitement qui est validé, qui marche dans certains cas. Euh, et maintenant, la question qui nous est posée, c'est quelle place de la chirurgie bariatrique dans le parcours de soins. Et donc, il y a bien les deux pendants de la question. Quelle place de la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire que quand, comment on peut y recourir et avec quels objectifs. Et dans le parcours de soins, on a bien vu avec Julie que c'était une question fondamentale, qu'il ne fallait pas la rater celle-là. Que si on prenait les choses dans le bon sens, et j'espère que Xavier, qui est venu pour en témoigner, pourra dire que ça ne se passe pas toujours aussi mal que ce qu'on vient de voir. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas la solution miracle où si tu as chirurgie bariatrique, tu passes à côté de tout le reste. C'est juste pas possible. Voilà, donc pour en parler, eh bien, nous avons Xavier Esther qui est venu donc témoigner personnellement de ce qu'il a vécu, ce qu'il a peut-être subi, j'en sais rien, faut voir. Donc il nous racontera ça. Et puis ensuite, on aura un éclairage du docteur Tanja qui va nous replacer un petit peu la place justement de la chirurgie bariatrique dans la NASH, hein, voir ce que on attend, ce qu'on peut ne pas en attendre, ce qu'on ne doit pas en attendre, et éventuellement quelles sont les perspectives d'avenir. Puis ensuite, je vous présente un jeune médecin, Pascal Milin, qui, qui paraît-il a aussi une petite pratique je ne sais pas quand est-ce qu'il fait ça, mais il paraît qu'il s'y connaît un petit peu aussi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à passer la parole. Ce que je vous propose, compte tenu du fait qu'il y en a qui ont des trains à prendre, pour que tout le monde ait au moins entendu les 3 interventions, on va essayer, sauf urgence vitale, d'enchaîner les 3 interventions et de discuter après. Bon, si vous avez une question qui est vraiment qui vous brûle les lèvres, vous la posez, mais ça sera mieux. Ça permettra à tous ceux qui doivent partir un petit peu tôt d'avoir entendu tout le monde, si ça vous dérange pas. Voilà, Xavier, à toi la parole. Qu'est-ce que, juste déjà en quelques mots, raconter ton histoire. On va. Oui, là, voilà. Il fonctionne celui-là? C'est bon comme ça? Voilà. Eh ben, bonjour à tous, Xavier Esther, j'ai 59 ans, agriculteur. J'ai été opéré il y a 4 ans et demi d'une FIV, suite à un surpoids. C'est-à-dire que j'ai eu un grave accident en 96, je faisais du sport, équitation, rugby. Après l'accident de 7 mois de fauteuil roulant, 2 ans et demi arrêté, on a gardé la troisième mi-temps, on va dire, mais on a perdu la première de sport. Et puis on prend des kilos petit à petit, jusqu'à arriver à 178 kilos. Bon, mon bonheur, pas de diabète, pas de cholestérol, juste un peu de tension. Voilà. Euh, Suite à un problème d'hernie, je me suis fait opérer et je suis tombé face à une chirurgienne avec qui le courant est passé et qui m'a dit mais vous pensez, je dis si, j'aimerais me faire opérer mais j'ai pas le voilà. Elle m'a dit c'est ma spécialité, donc j'ai commencé avec elle et je vais dire on a commencé le parcours du combattant parce que étant dans 2 départements différents et à l'époque il y avait pas c'était pas centralisé, le cardiologue, l'endocrinologue, le pneumologue, le psychologue et tout, ça a pris 8 mois pour avoir tous les rendez-vous. Et au bout de 8 mois, on s'est revus et elle m'a dit on y va. Et j'ai dit on y va. Et j'ai perdu 80 kilos. Voilà. Euh, Par contre, derrière, un suivi. Vraiment un suivi, donc au départ tous les mois et après tous les 6 mois. Et là, on est tous les ans. Et tous les 2 ans, on fait comment on appelle ça une bioscopie. Voilà.
Et je vais bien. Je faisais des apnées du sommeil, j'en fais plus. J'ai plus d'appareil. J'ai plus de tension. J'ai toujours pas de diabète, toujours pas de cholestérol. Et voilà. Tous les 2 ans, c'est. Je sais pas si ça marche. C'est pour suivre le foie, un fibroscan, non? Voilà, c'est ça, fibroscan. Puisque tu étais là tout à l'heure, entre l'histoire de Julie tout à l'heure et on a vu les manques qu'il y a eu et la tienne, qu'est-ce qui fait que ça a mieux marché? C'est quoi qu'il faut retenir? Il faut surtout écouter ce que vous dit votre chirurgien. Faut pas aller plus vite que la musique. Moi, la chirurgienne, quand on a parlé des compléments alimentaires, elle m'a dit pour vous, ce sera à vie. Et heureusement, parce que je me suis aperçu, c'est pas vieux, hein, l'année dernière, par rapport à mon métier, je suis arrivé dans une période de travail, j'ai pas le temps de recommander mes compléments alimentaires, je suis resté 2 mois sans compléments alimentaires. Et ma compagne m'a dit, mais tu vois pas que tu cherches quelque chose à manger ou à boire ou si, j'ai un manque. Et il était là le manque. Et je comprends tout à fait quand Julie dit qu'elle a arrêté ses compléments alimentaires et qu'elle a pu tomber dans être addict à quelque chose. Parce que ça peut être à l'alcool, mais ça peut être à plein d'autres choses. Elle aime bien le chocolat aussi. Voilà, pareil, le chocolat, ou voilà. Moi, c'est la limonade. Personne n'est parfait, Voilà. chacun ses goûts, plus exactement. Et juste avant et juste après l'opération, comment tu as vécu ça? C'était. Alors, moi, j'ai eu l'expérience d'un ami qui s'est fait opérer. Ça s'est pas très bien passé. Donc voilà, il fallait vraiment que je trouve la personne en face qui correspondait à ce que j'attendais. Voilà, qui ait un bon dialogue et un bon suivi. Voilà. D'accord. Bon, on reviendra sur ce parcours tout à l'heure. Je vais demander au docteur Antantia. Cette idée de tomber sur la bonne personne, ça vous parle, ça? Ce qu'il faut. Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis vraiment, j'apprécie beaucoup les témoignages de vous tous, parce que finalement, on retient 2 choses. On retient que quand on a voulu aller trop vite, la plupart du temps, ça se passe très mal. Et on retient aussi qu'on a finalement ces mois de latence, 8 mois pour monsieur. Mais ces 8 mois sont nécessaires. C'est nécessaire pour faire tout le bilan pré-chirurgie bariatrique. C'est nécessaire pour vous éduquer sur le post-chirurgie bariatrique. En dehors de la perte de poids, il y a le changement de l'image et tout ce qui va avec. Et c'est aussi nécessaire par rapport aux commentaires notamment de madame pour dépister tout ce qui est hépatopathie fibrosante et surtout que vous n'arrivez pas à oui, j'ai eu ma chirurgie bariatrique, ça s'est bien passé, je rentre à la maison, je suis très content et finalement 1, 2, 3 mois plus tard, j'appelle le SAMU parce que ça ne va pas et là j'ai une cirrhose décompensée et là c'est un début de parcours de combattant aussi. Donc vraiment, ces différentes visions finalement, c'est le message clé qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser, il faut pas aller plus vite que la musique, il faut prendre le temps de cheminer sur ce parcours, notamment quand on a une histoire d'obésité qui est très longue, il faut prendre le temps de cheminer avec les différents intervenants. Il ne faut pas se dire, bon non, Jean-Michel, mon ami, il a été opéré en 3 mois en clinique. Oui, il a peut-être été opéré en 3 mois, mais il a peut-être eu la chance aussi de bien évoluer derrière, mais ce ne sera peut-être pas forcément votre cas. Alors, donc moi je suis jeune hépatologue au CHU de Lille. J'ai la chance. Juste avant que vous commenciez, je voudrais que Xavier réagisse quand même. 8 mois, ça vous a paru long? Dans le parcours du combattant, vous dites il faut ça, et lui il dit c'était quand même bien. Par contre, il y a une chose qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut éviter de faire une fixation sur le poids. Oui, je suis d'accord. La psychologue comme la chirurgienne m'ont dit mais c'est quoi votre objectif? Je dis moi mon objectif c'est de remonter à cheval. Voilà, c'était pas de perdre du poids, c'était de remonter à cheval, d'être bien dans mon corps et de pouvoir remonter à cheval. Je veux dire, pour une autre personne, ça peut être de la danse, ça peut être ce qu'on veut, du foot, mais voilà. J'étais arrivé à un stade où je m'essoufflais et je peinais sur toutes mes activités. Et Julie le disait bien tout à l'heure, elle a été un peu aveuglée par la question du poids, c'est ça, hein?
Voilà, maintenant je vous laisse commencer. Donc, je m'appelle Lynn, je suis jeune hépatologue au CHU de Lille. J'ai la très grande chance d'avoir des maîtres qui sont des spécialistes et des experts internationaux dans la thématique de la NASH et encore plus de l'alcool, notamment si vous ne les connaissez pas, les professeurs Louvet et Mathurin. Et au CHU de Lille, on a aussi l'immense chance d'avoir une équipe chirurgicale, notamment de chirurgie bariatrique, qui excelle sur le plan mondial. Donc ça fait qu'on a une éducation sur la NASH, on a une éducation sur la chirurgie bariatrique qui peut-être n'est pas la même dans tous les centres en France. Donc quand j'ai préparé le topo, j'ai la chance d'avoir un mari non médecin. Je lui ai montré le topo après parce que je lui ai dit finalement en fait je serai devant un public qui à 80% sera composé de malades ou de personnes qui n'ont pas le background médical. Et il m'a fait des remarques sur certains diapositives qui pour lui étaient un peu trop académiques. Donc n'hésitez pas à m'arrêter pour poser des questions, même si monsieur voulait qu'on pose plutôt les questions à la fin. S'il y a des messages qui ne sont pas clairs pour vous, on crève l'abcès tout de suite. Donc déjà, pour introduire le sujet, on va parler de l'obésité. L'obésité, la définition est simple, c'est avoir un IMC supérieur à 30. On assiste, comme on a pu le dire depuis ce matin, à une véritable pandémie mondiale d'obésité. Pour vous donner un chiffre, là, en France, il y a plusieurs évaluations qui sont faites, notamment les rapports OBEPI. En 2012, on avait à peu près 15% de personnes obèses en France. C'est beaucoup, voire beaucoup trop. Et là, c'était en 2012. Les derniers chiffres, on est plutôt autour de 18% de personnes obèses. Et chez les enfants, les chiffres explosent tous les records. Finalement, quel est le problème quand on a une obésité ? On a eu une intervention tout à l'heure en disant que l'obésité, c'était une maladie, mais était associée à de multiples maladies autour. Et en fait, si on se focalise uniquement sur le plan métabolique, monsieur vous l'a très bien dit, l'augmentation de la prévalence de l'obésité est associée à une augmentation de la prévalence du diabète, une augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle, des dyslipidémies. Si on s'intéresse au syndrome métabolique, on voit que plus on a un IMC élevé, plus la prévalence du syndrome métabolique est élevée. Et concernant notre spécialité, nous hépatologues, on se rend compte finalement que tout ça, en parallèle, on a une explosion des cas de maladies dysmétaboliques. Par ailleurs, il y a cette très belle étude qui a été publiée il y a maintenant une dizaine d'années qui montrait que l'IMC et plus encore l'obésité androïde étaient associés à l'augmentation de la prévalence de la stéatopathie dysmétabolique. Alors, il y a deux types d'obésité. Il y a l'obésité gynoïde, typiquement les grosses fesses, chez les femmes. Et l'obésité androïde, c'est, pour résumer de façon caricaturale, c'est le fait d'avoir un gros périmètre abdominal. C'est généralement ce qu'on voit plutôt chez les hommes. La petite bedaine, quoi. Ou la grosse bedaine. Donc finalement, on assiste, comme vous l'a dit ce matin le professeur Boursier, à une véritable explosion de la prévalence de la stéatopathie dysmétabolique dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, avant 2005, sur le plan mondial, on était plutôt autour de 25%. Actuellement, on est à 32% d'après une dernière méta-analyse qui a été publiée récemment. Et qu'est-ce qui se passe en France ? En France, malheureusement, on subit aussi ce qui se passe sur le plan mondial, c'est-à-dire qu'on estimait en 2018 qu'environ 10% de la population française avait une stéatopathie dysmétabolique. 18%, c'est un Français sur 5. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une obésité ? Vous avez tous témoigné. On dit, on rabâche les règles hygiéno-diététiques. Bien manger, faire de l'activité physique régulière, 5 fruits et légumes, manger, bouger, toutes les publicités qu'on voit à la télé. Le problème, c'est que on a beau vouloir bien manger, on a beau vouloir faire du sport, on fait 2, 3, 4 mois, on n'a pas
comme disait monsieur, on s'était fixé un objectif de perte de poids, on n'arrive pas à l'atteindre, donc on est déçu. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Et qu'est-ce qui se passe du coup? On se rend compte que même dans des études cliniques où les patients sont ultra suivis avec des coachings sportifs, des coachings nutritionnels, que les premiers mois, on assiste à une perte de poids qui peut paraître satisfaisante, mais en fait, au long cours, qu'est-ce qui se passe? On regrossit. On regrossit parce qu'on perd sa motivation, on regrossit parce qu'on arrête de faire de l'activité physique, et on se retrouve quelquefois à avoir un poids qui est identique, voire plus important, le phénomène yo-yo, à notre poids à baseline. Pareil, cette étude montrait que finalement, malgré des mesures hygiéno-diététiques drastiques et des régimes hypocaloriques, on avait seulement entre 6 et 17% de patients qui atteignaient l'objectif que nous, on considère comme l'objectif rêvé, qui est une perte de poids de plus de 10%. Vous allez me dire, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il nous reste? On va parler de chirurgie bariatrique. Pas de scoop, pas de spoiler, vous aviez le titre de la présentation. Et finalement, la chirurgie bariatrique, est-ce que ça marche? La réponse, c'est oui. La chirurgie bariatrique, non seulement elle permet d'obtenir une perte de poids importante à court terme, mais la littérature est extrêmement riche là-dessus. On voit que la perte de poids a tendance à se maintenir à long terme. Et si on s'intéresse aux différents types de chirurgie bariatrique, le docteur Barraud vous a expliqué tout à l'heure les différents types de chirurgie bariatrique qu'on avait, donc l'anneau gastrique, le bypass et la sleeve gastrectomie. Parmi ces chirurgies, on a plutôt tendance à avoir une efficacité supérieure du gastric bypass. Et en plus de cette perte de poids, ce qui nous intéresse finalement en tant que médecin, indépendamment de la spécialisation, c'est d'avoir une réduction de l'obésité androïde. Parce qu'en fait, cette obésité androïde, c'est celle qui est associée aux complications cardiovasculaires, à l'insulinorésistance qu'on peut voir dans la stéatopathie dysmétabolique. Et on se rend compte qu'en utilisant un régime ou en utilisant des médicaments, comme c'est le cas dans certains pays, en comparaison à ce qu'on pourra obtenir avec la chirurgie reste plus efficace. Par ailleurs, si on s'intéresse au diabète de type 2, là, je vous ai mis quelques études qui ont été publiées ces dernières années, dont une française qui est l'étude de Thérault. Toutes les études s'accordent à avoir le même message, à savoir une réduction du diabète chez les patients bénéficiant de chirurgie bariatrique. On atteint chez certains, dans certaines études, à 2 ans, on a à peu près 90% des patients qui n'ont plus de diabète. Et si on s'intéresse au long terme, cette étude était allée jusqu'à 15 ans de suivi. Vous voyez, on est à peu près à 40% des patients uniquement qui bénéficient encore d'un traitement. De même, la chirurgie bariatrique permet, avec la perte de poids qu'elle engendre, d'avoir un contrôle de l'hypertension artérielle. Tout patient hypertendu de la salle, il le sait, quand vous allez chez votre cardiologue, il vous dit perte de 5 kg est égale à un médicament en moins. La chirurgie bariatrique, vu qu'on perd beaucoup plus de poids, on a in fine beaucoup de médicaments qui vont sauter de la liste des médicaments. Et maintenant, qu'en est-il de la stéatopathie dysmétabolique? Il y a plusieurs études qui ont confirmé qu'en ayant une perte de poids de 10% de son poids de base, on obtenait une guérison de la stéatopathie dysmétabolique et encore plus de la fibrose, qui est le facteur de risque principal dans cette maladie. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on s'intéresse aux patients, même dans des essais cliniques où ils sont ultra bien suivis, on a à peine 10% des patients qui atteignent cet objectif. Maintenant, la chirurgie bariatrique dans la stéatopathie dysmétabolique. Il y a plusieurs travaux qui ont été publiés, notamment par mes patrons, qui montrent que, de 1, on confirme ce qui a déjà été prouvé, la chirurgie bariatrique permet d'obtenir une perte de poids satisfaisante. Dans cette étude, à 1 an, des patients qui, en moyenne, avaient un IMC à 50, on parle d'obésité morbide. Au bout d'1 an, ils avaient un IMC qui était à
39 et au bout de 5 ans, il maintenait cette perte de poids avec un IMC à 37. Et ce qui est surtout très intéressant de voir, c'est ce nombre de patients ayant une stéatose métabolique qui diminuait de façon drastique à 1 an. On passait de 37 à 15% des patients avec un maintien de cette efficacité à 5 ans. De la même façon, pour ce qui est de insulinorésistance, on avait une nette diminution de l'insulinorésistance à 1 an avec un maintien qui s'opérait au bout de 5 ans. Plusieurs études se sont intéressées donc à l'effet de la chirurgie bariatrique sur la NASH. Il y a cette étude qui est un peu l'étude de Princeps qui montrait qu'après chirurgie bariatrique, je trouve plus mon pointeur, après chirurgie bariatrique, on avait à peu près, avant chirurgie, on avait 67% des patients qui avaient une NASH. Après chirurgie bariatrique, on tombait à 17%. Ayant la chance d'avoir une grosse cohorte de patients qui entrent dans un parcours de chirurgie bariatrique à Lille, une grande étude a été faite par l'équipe qui montrait chez nos patients qu'au bout d'1 an, 85% des patients avaient une disparition de leur NASH. 85%, c'est énorme. Et plus récemment, on s'est intéressé au maintien de cet effet qu'on observait à 1 an. Et sur une cohorte de plus de 200 patients biopsiés, on observait que ce maintien de l'efficacité était confirmé à 5 ans, puisque 84% des patients qui initialement avaient une NASH prouvée histologiquement avaient une disparition de cette NASH à la biopsie. Par ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que finalement, ce qui est encore plus grave quand on a une stéatopathie métabolique, c'est d'avoir une fibrose, notamment une fibrose avancée. Donc, toutes les sociétés savantes s'accordent maintenant à dire que pour avoir un traitement qu'on juge efficace dans la NASH, il faudrait qu'il y ait un traitement qui permette de réduire la NASH, mais surtout de réduire la fibrose, qui est finalement l'élément qui va tuer les patients. Et en fait, avec la chirurgie bariatrique, comme vous pouvez le voir là, à 1 an, mais aussi à 5 ans, on avait une nette réduction de la fibrose chez nos patients. Finalement, les gens se sont dit, oui, la chirurgie bariatrique, ça permet de diminuer le diabète, ça permet de diminuer l'hypertension. On se doutait bien que ça agissait sur la mortalité, mais il y a eu des controverses. Et finalement, les controverses, elles sont arrêtées quand il y a eu la publication de ces 2 études dans 2 gros journaux médicaux qui montraient que la chirurgie bariatrique non seulement était associée à une diminution des événements cardiovasculaires, mais elle permettait aussi d'améliorer la survie de nos patients. Vous avez là les 2 courbes. On a au bout de 10 ans, même au bout de 4 ans, les 2 courbes qui se séparent avec les patients qui ont une chirurgie, qui ont une mortalité cumulée nettement moins inférieure que les patients qui n'ont pas bénéficié de chirurgie. Au vu de tous ces résultats, on assiste à une explosion des chirurgies bariatriques en France. En 2017, on était autour de 60 000 actes réalisés. Si on fait l'analyse aujourd'hui, je pense qu'on serait plutôt autour de 70 000. Vous allez me dire finalement, la chirurgie bariatrique, ça marche, mais si on est en face de notre chirurgien, il nous propose les différentes options, qu'est-ce qu'il faut choisir? Dans la stéatopathie dysmétabolique, si on s'intéresse dans un premier temps à la NAFLD, cette étude publiée par l'équipe de chirurgie bariatrique de Lille montrait une efficacité plus importante du gastric bypass par rapport à l'anneau. Mais, comme vous l'a dit le Dr Barraud tout à l'heure, il y a quand même plus d'effets secondaires quand on a un gastric bypass, d'où le message principal, il faut être suivi au long terme. Dans la NASH, le même message peut être répété, à savoir une efficacité supérieure du gastric bypass par rapport à l'anneau gastrique. Finalement, là, j'ai vu une patiente il y a à peu près 2-3 semaines qui a une obésité morbide avec toutes les complications possibles et imaginables. Elle est diabétique, hypertendue, elle a un syndrome d'apnée du sommeil, elle a une stéatopathie dysmétabolique, mais en fait, elle refuse la chirurgie bariatrique parce qu'elle a peur de la chirurgie bariatrique. Je sais que si elle se fait opérer, si ça marche, ça va l'améliorer. Mais cette crainte, au bout de plusieurs consultations, je ne peux pas lutter contre cette crainte parce que
Je suis pas devant, je peux pas lui dire à 100% votre chirurgie bariatrique va bien se passer. Finalement, les médecins se sont intéressés à cette problématique et ils se sont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives un peu moins invasives que la chirurgie bariatrique? Et de plus en plus, il y a une nouvelle technique qui est en train d'apparaître, c'est ce qu'on appelle la gastroplastie endoscopique. Comment ça se passe sous anesthésie générale, après un bilan qui reste le même que dans un parcours de chirurgie bariatrique? Vous voyez votre gastro-entérologue et en fait, ça consiste à faire dans votre estomac des sutures au niveau des 2 courbus de l'estomac pour réduire la taille de l'estomac. Et avec cette réduction de la taille de l'estomac, il y a des études qui commencent à être publiées. On arrive à avoir une perte de poids qui se rapproche des effets qu'on pourrait avoir avec la chirurgie bariatrique. Mais une grande prudence reste mise parce que ce sont des études prémices. Il faudrait qu'il y ait plus d'études qui confirment ces résultats. Et dans tout ce qui est stéatopathie dysmétabolique, la littérature reste encore extrêmement peu riche. Donc finalement, en conclusion, l'augmentation de la prévalence actuelle de l'obésité a pour conséquence l'augmentation des complications métaboliques, diabète, hypertension, dyslipidémie, mais aussi une explosion de l'épidémie de stéatopathie dysmétabolique. Chez le sujet obèse, on sait que la chirurgie bariatrique marche et on sait qu'elle marche d'autant plus chez les patients ayant une NASH avec ou sans fibrose. Il existe actuellement des alternatives, notamment la gastroplastie endoscopique qui est en train de se développer. Mais s'il y a un message à retenir de toute ma présentation, c'est que les règles hygiéno-diététiques, même si la chirurgie marche, ça reste la base. Si vous ne prenez pas le temps pour certains de réapprendre à manger, vous aurez le meilleur chirurgien du monde, vous aurez les meilleures conditions de chirurgie bariatrique. Vous allez perdre du poids, certes, quelques mois après la chirurgie bariatrique, mais au long terme, vous allez reprendre ce poids. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste, je rebondis sur la gastroplastie endoscopique. Moi, j'ai lu récemment un médecin qui disait c'est vachement bien, on va pouvoir intervenir sur des gens qui ont un IMC de 27 ou de 30. Donc c'est aussi, on se dit ça va devenir peut-être trop facile. Oui. Il faut rester dans les indications IMC 27-30. Le but, c'est pas non plus d'opérer tout le monde. D'accord. Il faut que ce soit dans des recommandations qui sont celles de la haute autorité de santé. Ça doit être dans des recommandations de chirurgie bariatrique chez les patients qui ont soit des complications, des contre-indications à la chirurgie bariatrique ou chez certains qui ont des appréhensions personnelles, mais on doit rester dans le cadre des recommandations de chirurgie bariatrique. Très important. Au-delà de ce cadre de recommandation, vous, dans votre pratique, à qui vous proposez une chirurgie bariatrique en cas de NASH ou de stéatose, et à qui vous n'en proposez pas? C'est où vos limites? Donc déjà, une des premières limites par rapport aux différents témoignages, c'est la cirrhose. La cirrhose, on sait que les patients qui ont une chirurgie bariatrique qui se font opérer, sauf dans des cas très précis où il y a un bilan hyper poussé qui est réalisé avec mesure de l'hypertension portale et tout, la cirrhose, ça reste une contre-indication. Certes relative dans les centres hospitalo ou qui ont l'expérience de cette chirurgie bariatrique, mais le HOLA doit être mis chez les patients cirrhotiques. Après, chez un patient qui a une stéatopathie, une NASH, moi, j'ai tendance à la proposer. Bon, déjà, on participe à une grosse étude qui s'appelle l'étude NASURGE, qui évalue la chirurgie bariatrique versus les règles hygiéno-diététiques. Donc, dans ce cadre un peu de protocole de recherche, c'est pas qu'on pousse les patients, mais on a plus cette envie. Mais moi, je proposerais une chirurgie bariatrique à un patient que je vois en consultation qui me dit, docteur, j'ai essayé tous les régimes du monde, Weight Watcher, Ducan, j'en sais tous les régimes qui peuvent exister, qui me dit, bon, j'ai perdu du poids, mais à chaque fois, je reprends beaucoup plus de poids. Il est diabétique, il est hypertendu. L'impact sur la qualité de vie est important. Là, à ce moment, volontiers, j'envoie un petit mail à nos collègues nutritionnistes et à nos collègues chirurgiens bariatriques. C'est ça. L'IMC ne suffit pas. L'IMC ne suffit pas, non. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions techniques à demander sur cette présentation ou on passe à la suite? Parce qu'elle demande la mortalité autour de l'opération. Pour la cirrhose ou en dehors?
C'est, je crois, 1%. 1% de mortalité. Et dans la cirrhose, on peut monter jusqu'à 18%. 1%, c'est pas rien non plus quand même. Non, c'est 0,2 à 1%. Oui, c'est pas rien non plus. Voilà, bah écoutez, vous pourrez dire à votre mari, puisqu'il n'y a pas de question, que tout le monde vous a bien compris déjà. On va continuer avec Pascal. Donc, Pascal, la chirurgie bariatrique, ça marche? Hein? C'est vachement bien. Euh, Alors moi, j'ai fait que quelques slides et je vais me positionner volontairement en décalage en tant que président de l'association. Oui, je suis concerné par le sujet. Je vais reprendre le pointeur qui est là. C'est la question du pas trop tard qui, moi, je viens de trouver hyper intéressante. Et il y aura la question qu'on reverra tout à l'heure, c'est de la prise en charge financière, quoi. À quel moment on n'est pas dans de la... Il y a plein de gens qui considèrent encore la chirurgie bariatrique comme de la chirurgie de confort. C'est pas je vais me faire tendre, j'ai des rides, je vais me faire un lifting, etc. C'est vraiment une chirurgie thérapeutique et ça nous pose le souci aujourd'hui dans notre système sanitaire de est-ce que la société doit le prendre en charge? Et je vais oser mettre les pieds dans le plat, mais on en parlait tout à l'heure, de voir des patients qui viennent en disant ben, ça m'a été refusé de prendre en charge. Docteur, il faudrait que je prenne combien de kilos pour y avoir droit? Il y a des gens qui sont au bord des recos et qui disent bah allez, je m'abandonne quoi. S'il faut grossir, je vais grossir pour y avoir droit. Et je me dis que là, la société, elle devient folle quoi. Il se passe quelque chose de, faut pas que nous on aille là-dedans. Tu disais qu'on était à 70 000 opérations. Monsieur Broussier disait ce matin que les Allemands nous disaient qu'on opérait trop. En Europe, on est le pays qui opère le plus. On voit bien que le cadre est encore compliqué. Je vais juste reparler de ce cadre-là, moi. Je vais pas me remettre sur ce que tu viens de faire. Il y a des enquêtes qui essayent d'être faites par la Société française de chirurgie bariatrique de façon anonyme et tous les chirurgiens disent qu'ils ont parfois opéré des patients qui n'étaient pas pile poil dans les clous et qu'on a surgonflé les dossiers, etc. Enfin voilà, ça pose question. C'est pas une chirurgie tiroir-caisse, faut dire clairement les choses, faut appeler un chat un chat. C'est des choses que nous on peut pas valider en tant qu'association de patients. C'est un outil génial, la chirurgie bariatrique, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge. C'est la fin d'un parcours. C'est pas un truc qui débute en disant tiens, je vais aller voir un. Moi, j'ai les témoignages de gens qui ont rencontré un chirurgien le lundi et qui étaient opérés la semaine suivante, quoi. Stop. Et on voit bien que la réponse à ça, ça va être janvier 2023. L'État, l'HAS va tout bloquer. On ne pourra plus opérer, un chirurgien ne pourra pas dire je perds. Il y aura l'obligation d'avoir un certain nombre de choses. On va hyper régulariser les choses. Et pour autant, voilà, je ne suis pas sûr que la limitation de vitesse ait diminué. Ça a sauvé la vie à des gens, mais là, on va être dans l'hyper-régulation. Et est-ce qu'on ne va pas perdre des chances pour certains? Tu disais que la cirrhose en province, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à la cirrhose et on pose la question de la chirurgie bariatrique parfois trop tard. Et quand on les adresse, les collègues nous disent bah non, là il est cirrhotique. Et juste pour expliquer ça clairement à nous en tant qu'association de patients, quand on a une cirrhose, on coagule pas bien, les plaquettes sont pas bien, donc les risques opératoires sont plus importants. Et donc bah oui, si vous avez une péritonite aiguë, que vous avez une cirrhose, on vous opère, on n'a pas le choix. On est sur une urgence vitale. Là, on est sur de la chirurgie programmée, donc on essaye de faire descendre le risque le plus bas possible. Et 1%, c'est encore quelque chose. Et donc voilà, donc on a exclu la cirrhose. Donc la question, c'est de pas arriver trop tard. Et puis, donc moi, je vais répondre sur la NASH, qui est le bout par lequel SOS Hépatite arrive à la chirurgie bariatrique comme un traitement possible aujourd'hui. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. La sleeve, donc on réduit la poche gastrique avec des agrafes. Et vous voyez bien que pour ça, on était jusqu'à encore pas très longtemps obligé d'ouvrir le ventre des gens. Maintenant, on fait ça sous célioscopie. On va juste passer les instruments. Donc ça a été un progrès aussi dans la limitation des complications. Tout à l'heure, on nous a bien expliqué effectivement que le bypass, on faisait un court-circuit intestinal. Et puis là, l'anneau gastrique, on pouvait par voie endoscopie, par voie
par voie cœlioscopique, mais mettre un anneau pour artificiellement réduire la taille de l'estomac, et on pouvait même régler l'anneau et l'ajuster. Ce qui a été, on pensait, la bonne solution, et on s'est rendu compte que les adaptations faisaient que c'est quelque chose qui est de plus en plus abandonné. Et vous voyez que les nouvelles techniques qu'on propose là en endoscopique, ça évolue tout le temps. Et la question que repose plein de patients, c'est à quel moment vous avez proposé la sleeve ou le bypass. Je vais essayer juste de vous donner quelques chiffres, parce que les complications post-opératoires sont pas les mêmes. Le pourcentage de réussite n'est pas le même, mais c'est vrai que dans les grandes obésités morbides, si on veut faire décoller quelqu'un de 50, 60 kg, quand on va être entre 150 et 200 kg, on sait bien que la sleeve sera pas suffisante, et là on va aller au bypass, mais en fonction de l'endroit où on va couper l'intestin pour faire, on va provoquer un syndrome de malabsorption, c'est-à-dire le court-circuit, il va falloir qu'on le règle, la taille du court-circuit. Et parfois, là, il faut toute l'expérience du chirurgien et des équipes pour savoir, on fait un court-circuit de combien pour permettre une qualité de vie correcte. Si vous récupérez quelqu'un qui vous a fait un court-circuit et qui a de la diarrhée, qui va 17 fois par jour aux toilettes, il a peut-être perdu 60 kilos, mais ça va être quoi sa qualité de vie? Donc, je pense que c'est aussi notre boulot, parce que c'est tout le boulot qu'on a eu à SOS Hépatite, c'est de dire la qualité de vie, on y tient, et on aura. Enfin, moi, je pense qu'il faut que dans toutes ces histoires de chirurgie bariatrique, il y a absolument la question de la qualité de vie qui soit abordée. Alors ça, c'est un truc que je voudrais quand même rappeler. L'obésité protège des addictions. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 gros papiers que je veux bien envoyer à Camille, c'est bien. Quand on est vraiment sur des obésités morbides, on fume moins et on boit moins. Alors, il y a des gens qui me regardaient avec le sourire, ah bah oui, une fois qu'on peut plus bouger, on va pas au bistrot. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement que les gens qui se sont lancés, les neurobiologistes nous disent que quand on s'est lancé complètement dans l'addiction à la nourriture et au sucre, etc., on n'a rien besoin d'autre, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le suivi de ces patients qui, parfois, au départ, avaient de l'alcool et de l'alimentation. Au fur et à mesure qu'ils vont grossir, ils vont arrêter de boire. Et on l'a dans le parcours addictologique. On voit des patients qui grossissent, qui arrêtent de boire, et l'addictologue, il est content. Et ouais, mais vous êtes en train de fabriquer un patient obèse devant vous. Et à quel moment vous allez dire attention ses hanches, attention ses complications, etc. Et je pense que là, ce décalage-là, que Julie nous a réexpliqué tout à l'heure, donc oui, obésité, addiction, il faut faire attention, même si on a l'impression que ça peut protéger. Là, je vous ai remis, parce qu'effectivement, quand le diagnostic de NASH est posé, donc là, voilà, ça va être les 2-3 études que j'ai sorties, c'est cette évolution-là. Donc l'évolution de la NASH au départ, donc vous voyez que quand on opère et qu'on fait une biopsie hépatique, alors c'est pareil, ça pourrait être un truc tout bête, quoi. Mais moi, j'ai redemandé à des chirurgiens qui avaient opéré, je dis, mais t'as fait une biopsie hépatique? Pendant que t'es dans le ventre du mec, tu lui fais une biopsie, quoi. Il est endormi. Alors, nous demander à nous de faire une biopsie 15 jours avant, pour ceux qui en ont eu, ouais, je veux bien en avoir, je veux bien y retourner, mais c'est quand même pas forcément sympa. On peut prendre la décision opératoire sur des facteurs, comme l'a dit Jérôme Boursier ce matin, hein, on a aujourd'hui des facteurs qui nous perdent, il y a probablement une NASH, mais c'est quand même sympa pendant l'opération d'aller faire une biopsie pour vérifier les conditions, quoi. Et je pense que ça, tout bêtement, dans les recos, redire que pendant l'opération, on pourrait aller faire une biopsie de façon un peu plus systématique pour regarder l'état du foie du patient, pour au moins rattraper ceux qui n'ont pas eu l'exploration avant avec le fibroscan, etc., et remettre dans les recos. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que SOS Hépatite peut porter auprès des sociétés de chirurgie bariatrique, c'est pousser la biopsie. Donc là, vous voyez que quand on en a 70%, eh ben, quand on arrive à 1 an ou à 5 ans, et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est des résultats qui tiennent. Mais vous voyez que là, il y a quand même un petit groupe de patients qui tirent pas complètement de bénéfices et qui restent avec de la NASH. Et pareil avec la fibrose. Les gens qui avaient de la fibrose récupèrent. Donc, mais le groupe des F4 qui était là, il y a même des patients qui se sont aggravés. Et les gens qui se sont aggravés, c'était sur des facteurs nutritionnels. Là, c'est assez drôle, hein, parce qu'on dit on n'opère pas les cirrhoses et on vous donne des résultats sur ce que ça fait sur la cirrhose, la chirurgie bariatrique. Mais ça, on l'a très bien connu dans l'hépatite C, hein, quand on disait qu'il fallait pas traiter les hépatites minimes, mais on nous mettait que des résultats de ce que ça faisait sur les hépatites minimes. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et la diapositive, non, je vais le dire après, mais donc du coup le sous-groupe de patients chez qui ça marche moins bien, il a été à peu près identifié. C'est l'homme de plus de 50 ans avec une obésité sévère depuis très longtemps. Donc on a vraiment l'impression que c'est ce qu'on disait, que l'obésité, quand elle se fixe, quand on arrive trop tard, quand les gens ont plus de 50 ans, quand ils avaient déjà de la fibrose et qu'ils étaient F3, F4, quand la NASH était déjà là depuis longtemps, ben la chirurgie bariatrique, ça ne va pas amener sur la NASH
Je ne dis pas qu'il ne va pas se faire du bien à l'hypertension, à son diabète, etc. On est bien d'accord qu'on reparle là de la NASH. Eh bien, sur la NASH, ça n'amènera pas forcément les bénéfices. Donc quand on prend cette décision-là, et c'est tout le boulot des équipes de staff de chirurgie de l'obésité, c'est de prendre les bonnes décisions, savoir sur quoi on va pouvoir faire du bien, sur l'hypertension, sur l'arthrose de hanche, comme ça on pourra éventuellement retarder la pose de prothèse et puis mettre une prothèse sur quelqu'un de 160 kg, c'est compliqué, les prothèses ne supportent pas. Et j'en profite pour faire un aparté, parce que ça c'est mon quotidien de la semaine dernière. Nos hôpitaux ne sont pas du tout adaptés à l'arrivée d'une épidémie d'obésité. Moi, dans mon service, sur 30 lits, je viens de me battre depuis 1 an pour avoir un lit obèse qui peut accepter quelqu'un de 250 kg. Nos lits à 150 kg, ils sont pliés, quoi. On met quelqu'un de 150 kg dedans, on les verrouille. Une table d'opération au bloc opératoire, elle a des poids limites. Donc il faut qu'on change nos tables d'opération. Les scanners, les IRM, un patient obèse ne rentrera pas dans une IRM. Il faut trouver l'endroit où on pouvait faire des IRM à ciel ouvert. Moi, je me souviens, je parle d'une vieille histoire, hein, où les seuls IRM à ciel ouvert qui existaient, c'était à Maison-Alfort pour les vétérinaires. Et quand vous avez il n'y a pas plus stigmatisant de dire à un patient obèse, bah, écoutez, je vous ai trouvé une place sur l'IRM, mais ce sera entre un cheval et une vache, quoi. J'exagère, hein, mais voilà. Mais pour son bien, quoi. Donc vous voyez qu'on a fait des progrès, mais savoir où vont être les outils, trouver un fauteuil roulant qui puisse accueillir quelqu'un de 180 kg avec un large, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Donc il y a une adaptation du matériel sur lequel il faut qu'on se batte. Moi, le premier patient obèse qui est arrivé dans mon service, pour des raisons d'hygiène, on n'avait que des toilettes à fixation murale. Le mur s'est écroulé, quoi. Le mec s'est assis sur les toilettes, le placo, il a lâché. C'est tout bête, quoi, ça. Et après, vous ramez avec toute la tendresse du monde, la stigmatisation, elle est là, quoi. On n'est pas adapté. La crémaillère pour rentrer dans le scanner, alors nous, on a un scanner qui tient en largeur, mais c'est la crémaillère qui n'est pas bonne. On a plié la crémaillère et on a été... voilà. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. La chirurgie de l'obésité, c'est pas de trouver que le bon chirurgien, la bonne confiance, etc. C'est vraiment un maillage complet de la chaîne de soins. La deuxième diapo que je voulais vous montrer, c'était l'efficacité de la chirurgie bariatrique chez les patients avec une forme avancée de NAFLD. Effectivement, l'efficacité sur les formes avancées n'est pas clairement établie. Donc ça, c'était une étude monocentrique sur 66 patients qui effectivement montrait ce que je viens de vous dire là. Et du coup, on tombe sur ce qu'on vient de dire. Donc les facteurs prédictifs indépendants de la persistance de la fibrose sévère après la chirurgie bariatrique, ça va être l'âge de plus de 50 ans. Ça va être l'antériorité et les lésions sévères qui étaient là initialement. Donc attention, la chirurgie bariatrique, elle fonctionne, mais elle fonctionne mal chez les hommes après 50 ans avec des lésions sévères. Donc c'est vraiment l'idée de dépistage. Et effectivement, la question d'à quel moment le médecin généraliste, il va falloir que je prenne combien de kilos pour que mon médecin me dise il faut qu'on s'en occupe, quoi. Là, il y a un truc qui ne va pas. Quand il y a un médecin, et je ne vous parle pas des déserts médicaux où il n'y a plus de consultation médicale, où on va éventuellement avoir des visios, et ça va être compliqué aussi. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et le deuxième message que j'amène en tant qu'SOS, c'est la chirurgie bariatrique ne peut être que la fin d'un parcours. C'est le début de quelque chose, c'est la continuité, quoi. On ne commence pas une prise en charge de l'obésité avec une chirurgie bariatrique. On la continue. Il y a eu un avant, il doit y avoir un après. Et ça, je crois que c'est effectivement... Et il y a des rendez-vous ratés, comme on a vu tout à l'heure avec Julie, et je pense que ça ne peut pas être quelque chose qui se décide sur un coin de table. Et je disais tout à l'heure que j'avais vu via Internet que aujourd'hui, alors c'est anecdotique, ça n'arrive pas, et j'ai pas envie que ce soit chez nous en France, mais que il y avait des cliniques spécialisées dans l'obésité qui proposaient la sleeve en carte cadeau aux États-Unis. Ça veut dire que vous pouvez offrir pour Noël à votre femme qui est un peu grosse, etc., une carte cadeau pour avoir une sleeve. On va où, quoi? Enfin, stop. À un moment, il faut dire moi, je ne veux pas de ça en France, quoi. Et je veux un parcours écrit. Et donc, on a vu ce matin que le PNSS et la prise en charge de l'obésité, c'est aussi de faire des parcours qui soient cohérents, pour lesquels on devrait avoir aujourd'hui
je reviens là-dessus. Dans notre parcours, aujourd'hui, les gens qui opèrent, qui font de la chirurgie bariatrique et de l'obésité, on doit avoir un psychiatre qui donne son feu vert sur la réalisation de la chirurgie bariatrique, mais qui donne son feu vert, ça ne veut pas forcément, tout le monde peut l'interpréter, le texte il est ambigu, ça ne veut pas dire qu'il prend en charge le patient. À un moment, vous avez le psychiatre, il voit le patient un quart d'heure, il dit « Ah ouais, vous avez raison, il faudrait l'opérer celui-là. » Moi, j'ai pas trouvé de facteur dépressif, donc vous pouvez y aller, vous pouvez l'opérer, c'est bon, il n'a pas besoin de suivi particulier, il n'a pas besoin de voir un psycho. Vous avez la diète, et c'est exactement le parcours ce que racontait Julie. Ah bah oui, vous avez déjà fait gaffe, vous avez fait attention, bah ouais, donc les régimes sont en échec, donc oui, bah oui, il faudrait vous opérer. Et puis il y a le chirurgien, et puis on y va. Ça, c'est pas suffisant, quoi. Il faut avoir des équipes pluridisciplinaires avec de l'éducation thérapeutique. Et je pense que tout ce qu'on entend depuis ce matin, moi j'aurais envie de dire, les deux corps de métier qui manquent cruellement aujourd'hui, c'est quand même un hépato systématiquement dans la boucle de la chirurgie bariatrique. Il faut qu'on sache dans quel état est le foie des gens avant de les opérer. Et un addicto qui fasse au moins une rencontre, il fasse du repérage et qui ne disent pas il faudra faire passer un audit, un cage, etc. Je le rencontre, je discute avec lui et je définis dans la rencontre si il faudra le suivre après, avec quel rythme, s'il veut déléguer le suivi addictologique à un psychologue qui fait de l'addicto, très bien, ça me va bien, mais qu'on définisse ce parcours et que la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire qui doit avoir lieu, elle est vraiment une trace, au même titre qu'on le fait aujourd'hui en cancéro. On a fait des réunions de cancérologie sur le concept qu'il fallait que les Français puissent avoir accédé à les mêmes soins face à la même pathologie partout en France. Et bien aujourd'hui, moi, si je devais aller avoir une chirurgie, j'aimerais bien être à Lille, quoi. Et ben voilà, donc on n'a pas tous une égalité, on n'a pas les mêmes chances. Et ça, c'est juste pas acceptable aujourd'hui de ne pas avoir le même accès aux mêmes chances en France. Donc il faut vraiment ce parcours-là qui va être redéfini, la chaise va s'y recoller en début 2023. Je pense que c'est le moment pour nous d'y être et de pousser les choses. Et puis voilà, c'était pour moi, attention au transfert d'addiction, la RCP obésité, oui, il y a une place pour la dictologue, le psychiatre, la diététicienne. Et puis j'avais les troubles après. Je crois qu'il faut oser le dire, quoi. Dans une publication sur chirurgie bariatrique, il y avait 40% des patients qui disaient ne pas être satisfaits, chirurgie bariatrique, je ne parle pas de ce livre, pas être satisfaits de l'état dans lequel ils étaient. Donc, je me dis, si, c'est énorme 40%, ça veut dire qu'on leur a menti sur on ne va pas vous rendre beau, jeune, riche, et voilà, à un moment, qu'est-ce qu'on va faire avec l'acte, quoi. Et l'amaigrissement en lui-même peut être pathologique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir... Et il faut se reconnaître dans la glace. Moi, personnellement, on en parlait, une cousine qui a été opérée. Derrière, il y a eu 3-4 opérations de reconstruction parce qu'elle avait les bras qui pendaient, le tablier abdominal qui n'allait pas, etc. Donc, ça a été géré. Mais là, on dit, mais ça, c'est de la chirurgie esthétique. Alors, vous avez la prise en charge au départ de la chirurgie de l'obésité, mais quand vous avez les conséquences physiques, on vous dit, ah ben là, non, vous payez de votre poche. Donc, il faut revoir ça aussi, clairement. Et je pense que nous, associations, on a notre mot à dire là. Il y a des problèmes dermato. Après sleeve, etc., via les carences, il y a des gens qui vont faire des eczémas, qui vont faire des urticaires chroniques, etc. Là aussi, je pense qu'il faut avoir cette vigilance dermatologique-là avant pour ne pas se retrouver coincé après avec des traitements, des comprimés que parfois les patients vont avoir du mal à prendre parce que ça ne passera pas bien. On ne parle pas assez des insuffisances pancréatiques et des troubles de la digestion avec les problèmes de diarrhée. Il y a plein de gens qui ont le pancréas qui va avoir du mal à cause du court-circuit. La vidange pancréatique ne se fera pas bien. Et donc, il faudra avoir recours à des médicaments et à des stratégies de prise en charge. Donc là aussi, c'est l'après. Et moi, je rencontre des patients qui me disent bah, je ne savais pas, on ne me l'a pas dit clairement, ça, quoi. Donc, c'est quoi l'information avant? Donc, le consentement éclairé, ça, on revient toujours à la même chose, hein. Je vais vous opérer, vous n'avez qu'à lire ça, signé en bas, tout est marqué. Ouais, est-ce que j'ai le temps de lire? Les problèmes musculo-squelettiques, les patients, moi tous ceux que j'ai vus qui avaient été opérés, perdent du poids rapidement, ils nous ont fait des sciatiques derrière parce que les muscles ne sont plus les mêmes, le poids va plus se poser de la même façon. Donc il faut des kinés derrière, il faut des gens, il faut de la réadaptation à l'effort physique, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment toute une équipe à mettre en place. Les troubles carentiels, vous en avez parlé. Les troubles digestifs, et puis un truc auquel on est très attaché à SOS Hépatite, c'est les troubles de la sexualité. J'ai ramé, je ne sais pas si toi tu as des données, pour trouver des études sur la chirurgie bariatrique ou la sleeve, sur la sexualité avant-après. J'en ai pas trouvé. Alors, quand on discute avec des gens qui ont une grande obésité, ils nous disent tous
bah, la sexualité, j'en ai plus, quoi. Mais inconsciemment, et c'est normal en tant que patient qu'on dise, bah, j'espère que ça va remarcher après, j'espère que ça va pouvoir aller mieux. Ou il y a des patients qui espèrent sortir de leur célibat grâce à une chirurgie, et on voit bien que il faut que ça se cause, quoi. Il faut que ce soit posé, et il ne faut pas qu'on raisonne uniquement sur le BMI. C'est qu'est-ce qui vous fait, tu disais, remonter à cheval, c'est quoi pour vous, quoi? La guérison, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de refaire? Et je pense que là, la question de la sexualité, elle se pose, et il faudra qu'on la pose clairement. Et je pense que ça, on sait faire, on l'a fait dans les hépatites virales. Et pour boucler la boucle entre les besoins et les envies, je pense que le SOS Hépatite a complètement sa place pour revoir la question de la chirurgie bariatrique dans la NASH. Merci. Merci Pascal. Avant de passer la parole à la salle ou à Internet, juste d'abord, avec tout le respect que je te dois, mon cher président, je ne suis pas d'accord, moi, avec l'expression « c'est la fin d'un parcours ». Parce que non, c'est pas la fin d'un parcours. Ça doit être... C'est une étape, parce qu'il y a un après. C'est une étape dans un parcours où il y a un avant et après. Donc, voilà. Oui, ouais, mais en plus... Juste une petite question à vous deux, avant des questions à la salle. Là, les troubles après, c'est quelque chose il y a eu des problèmes inattendus après Des choses toutes bêtes. L'équilibre. Oui. Vous perdez du poids, votre cerveau, au début, on perd quand même assez vite des kilos, et le centre de gravité change. Et le cerveau, il faut le temps qu'il s'adapte, parce qu'on avait l'habitude de monter sur un escabeau avec un poids à l'avant. Et là, on monte et on arrive sur le haut. Il faut faire attention parce qu'on aurait tendance à partir. C'est des choses toutes... Bon, après, on revit. Je veux dire, moi, dans mon métier, à un moment donné, je me suis surpris. Je m'accroupis pour faire ce que je faisais avant. Et ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait ça parce que je ne pouvais plus. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais... moi, la CIF, c'était une renaissance. C'est-à-dire que voilà, et c'est vrai que mon but, c'était pas une histoire de poids, c'était une histoire de revivre comme je vivais avant. Voilà. À Lille, vous prenez en considération comment ces problèmes qui arrivent après, quel est le suivi possible? Déjà, nous, avant la chirurgie bariatrique, on a les réunions pluridisciplinaires où il y a un hépatologue, un addictologue, les chirurgiens, un diététicien. Et ça permet du coup d'identifier quelquefois des problèmes que chacun dans son coin, parce qu'on voit les malades que chacun dans son coin n'aurait pas identifié. Et concernant le suivi post-chirurgie bariatrique, c'est plutôt géré par l'équipe de chirurgie bariatrique, par les chirurgiens et les nutritionnistes. Les patients, en fait, ils ont un calendrier de visite ils adhèrent à ce calendrier avant la chirurgie bariatrique. Effectivement, initialement, c'est des suivis rapprochés, mais les suivis se maintiennent au long terme, de plus en plus espacés dans le temps. Ils reviennent en hôpital de jour, ils ont un bilan systématique avec le passage en endoscopie pour la fibroscopie de dépistage, la prise de sang complète pour rechercher les carences vitaminiques en oligo-éléments, le parcours chez l'hépato où il voit un hépatologue pour refaire le point par rapport à la biopsie qui avait été faite, si les patients avaient une fibrose avancée, comment ils ont évolué. On propose aussi volontiers à certains patients certains sont même très demandeurs, de se dire, bon docteur, finalement j'ai perdu 50 kilos, à l'époque j'avais une fibrose F2 et une H, est-ce qu'on ne ferait pas une petite biopsie pour voir où j'en suis? Mais tout ça, c'est prédéfini et c'est finalement une routine qui est facilement mise en place par l'équipe de chirurgiens et de nutritionnistes. Quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est l'importance de la biologie. Et tu parlais des dosages, les carences en oligo-éléments. Si vous allez en labo de ville, c'est pas remboursé, quoi. Donc ça veut dire que on doit avoir un système hôpital de jour, quoi, à les faire. Sinon, le patient, il en a pour un bras régulièrement à faire ses dosages, quoi. Okay. Y a-t-il des questions dans la salle ou sur Internet? En ligne? Maude? Oui, allô, vous m'entendez? Oui.
Oui, merci. Juste, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit sur la temporalité et surtout sur l'anticipation, c'est-à-dire les choses à mettre en œuvre avant finalement qu'on arrive à un stade de cirrhose, avant qu'on en arrive peut-être même à parler de chirurgie bariatrique, ce qui rejoint un peu ce qu'on a dit ce matin également. En termes de parcours de soins, le raisonnement doit aussi se faire grâce à vous, association, sur tout ce qui se passe en amont. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, en tant que médecin généraliste, je ne peux pas proposer, par exemple, à un patient d'aller voir un psychologue, aller voir une diététicienne, sans qu'il ne paye quelque chose. Et c'est vrai que ça, dans le parcours des soins des patients en amont, c'est actuellement quelque chose de très compliqué. Un patient qui n'a pas d'ALD, par exemple, j'imagine ce patient qui a un syndrome métabolique. Quand j'ai syndrome métabolique, c'est-à-dire que il a déjà en fait le tour de taille augmenté, il est peut-être en surpoids, mais il a une légère dyslipidémie déjà qui apparaît au bilan, ce qu'on appelle un hyperinsulinisme. Donc on n'est pas encore au stade diabète, on n'est pas encore au stade de maladie cardiovasculaire, donc il n'a pas d'ALD. Ce patient, pour le faire entrer dans des dispositifs comme le sport sur ordonnance, comme aller voir un diététicien, c'est très complexe. Donc au final, c'est les stades tardifs de ces pathologies qui sont pris en soin par l'assurance maladie au sens où on l'entend, c'est-à-dire en ALD, mais pas les stades initiaux. Donc c'est compliqué. Finalement, il n'y a que le médecin généraliste qui soit remboursé dans ce parcours. Et du coup, bah, tout le poids lui incombe un peu pour faire toute cette prévention. Et c'est compliqué de travailler en multidisciplinarité en amont, j'entends. Donc là, le poids des associations peut être aussi non négligeable pour se faire défenseur de ces patients qui sont pas encore au stade gravissime, mais où on sent qu'ils peuvent y entrer. Oui, oui, tout à fait. On a vu ce matin avec Mathilde que elle, grâce au Covid, elle a pu avoir accès à un psychologue, mais sinon, elle l'aurait pas eu. Vous voulez, il y a un de vous qui veut réagir à cette intervention? Ah, bah, Camille. Et moi, je valide complètement ce qui vient d'être dit, en tout cas. Je vais faire crier la psychologue avec qui je travaille à l'hôpital parce qu'elle dit que ça n'a aucun sens, mais quand même, il faut quand même savoir que maintenant, on a des consultations de psycho qui sont, un certain nombre de consultations de psycho qui sont remboursées en ville. Euh, je- Plus que 4, je crois que c'est 6 ou 8 consultations, si je ne me trompe pas. Mais c'est seulement des consultations de 30 minutes et c'est pas forcément un psychologue qui est spécialisé dans les. euh, alors c'est tout à fait, c'est vrai que, enfin, je comprends ce qu'elle dit, la collègue avec qui je travaille, parce qu'elle dit que c'est pas suffisant et que, mais malgré tout, c'est quand même un petit pas. Je veux dire que on reconnaît l'importance de nos collègues. Effectivement, j'ai la chance, moi, de travailler non pas dans un CHU, mais dans un centre hospitalier où le parcours de soins avant la chirurgie bariatrique est un petit peu similaire à celui de Lynn. Euh, euh, ça aide énormément en fait, hein, parce que tout est vraiment organisé sur plusieurs mois, effectivement, presque une année, hein, entre le moment où la première consultation avec le chirurgien et l'intervention chirurgicale, ça permet vraiment. C'est 7 séances, voilà. Ouais. Mais bon, c'est pas suffisant, hein, c'est sûr. Mais On bon, a moi, mis je le trouve pied dans la porte. voilà. C'est ce que enfin, disons que je suis d'un esprit optimiste et j'ai tendance à avoir, bon, ça dépend des jours, mais les choses de façon plutôt positive. Et je me dis que c'est quand même un, un pas en avant quand même, parce que c'est très très important de pouvoir aider les collègues qui n'ont pas les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un psychologue elles-mêmes, parce que ça coûte très cher. Et on est quand même dans une fenêtre de tir historique où la santé mentale a un petit peu le vent en poupe et c'est le moment peut-être de faire avancer des choses. Tu peux nous dire quelque chose sur la prise en charge côté financière? Côté financier, je vais pas pouvoir être la meilleure personne. Côté financier, dans le parcours de chirurgie ou dans le parcours sport et tout. Euh, Côté financier, dans le parcours de chirurgie, je ne pourrais pas vous répondre. Mais ce que nous on fait par exemple à Lille, on a un partenariat avec une salle de sport où en fait il y a des coachs sportifs bénévoles qui reçoivent les patients qui sont notamment dans le parcours de chirurgie bariatrique ou ceux qui ne veulent pas rentrer dans le parcours de chirurgie bariatrique mais qui souhaiteraient être aidés. Donc en fait, il y a des séances de sport gratuites, des ateliers de marche, des ateliers de cuisine avec des diététiciens, mais une fois de plus, c'est des diététiciens qui donnent de leur temps. Donc, en termes par rapport à la région Hauts-de-France, en termes de
de quantité de prestations qu'on pourrait offrir aux patients et par rapport à l'épidémie locale où on a une obésité qui explose tous les records par rapport au reste de la France, ça reste certainement insuffisant. En termes de coûts par rapport à la chirurgie bariatrique, malheureusement, je ne veux pas dire de bêtises, je ne saurais pas répondre. La deuxième chose que je tiens à préciser qu'on n'a pas abordé, ça c'est un oubli dans mon topo, je sais que Thomas, tu vas y être sensible, c'est la question de l'assurabilité. Et là, on est sur une absurdité, c'est-à-dire que le patient qui est obèse va avoir des pénalités, des difficultés de s'assurer, mais c'est encore pire une fois qu'il a été opéré. Parce qu'il est passé par un acte chirurgical, et là, du coup, c'est bloquant pour les assurances d'avoir été opéré. Alors qu'il va mieux. Il améliore son espérance de vie. Oui. Il améliore son espérance de vie et il est moins assurable. Et donc, du coup, aussi, j'ai le souvenir comme ça d'un patient qui se dit mais à quel moment je vais le faire dans mon parcours investissement, j'ai acheté une maison, etc. Enfin, et je trouve qu'il faut être très vigilant. Et ça, nous, on a connu ça avec SOS Hépatite par rapport aux hépatites C. Mais je trouve que là, et on avait discuté avec Madame Joly sur l'obésité et dans la question des difficultés sociales, l'assurabilité, c'est un vrai problème. C'est effectivement un sujet qui est très problématique parce que finalement, on a fait la chirurgie pour guérir des gens et en fait, ils se retrouvent plus en difficulté qu'avant la chirurgie où ils allaient très mal. Ce que nous, on a pu faire pour un ou deux patients, c'est qu'en fait, la RCP, vu qu'on suit les patients après, pour quelques cas isolés, on a fait des courriers pluridisciplinaire où en fait tout le monde signait pour des cas particuliers en disant bon là c'est un non-sens, il faut un peu arrêter de déconner, le patient il a je sais pas 3-4 ans de sa greffe, il avait une NASH, il avait une fibrose, là on a une biopsie, il est F0, il n'a plus de NASH, il suit tous ses rendez-vous, la prise de sang s'améliore. Et ça peut débloquer des situations un peu difficiles, mais bon, ça reste effectivement l'exception qui confirme la règle. Je crois que Camille a encore envie de parler. Mais peut-être qu'il y a des gens en ligne aussi qui veulent parler. Oui, seulement si. Alors, merci. Alors déjà, je ne vais pas prendre la parole à d'autres personnes, mais c'est vrai que j'ai toujours envie de parler. Juste un point qu'on n'a pas abordé. Je ne vais pas me faire plus royaliste que le roi parce que je n'en fais pas, mais je crois que le sport, l'activité physique du moins, alors, c'est un point important, j'y pense. Je pense aux addictions. C'est pourquoi je parle parce qu'on a transfert de dépendance. Et c'est vrai que l'activité physique, c'est quand même un bon moyen de fabriquer des endorphines. Et c'est bon pour... ça améliore le diabète, même si ça ne fait pas forcément diminuer le poids. Enfin, Lynn, tu pourras m'aider sur les études. Mais en tout cas, je crois que le sport, l'activité physique permettent de rendre le foie plus sensible à l'insuline. Donc, amélioration du diabète, augmentation des endorphines. On a moins envie de boire, on a moins envie de manger. Je vous le dis, parce que franchement, je parle beaucoup de ça avec mes patients. Il y a un très grand nombre de patients qui ont pris de l'alcool et qui ont pris du poids après avoir été des sportifs de haut niveau, ou en tout cas des sportifs intensifs à l'adolescence, et soit par un traumatisme, un accident, soit pour des raisons de mode de vie avec le travail, ils ont arrêté le sport, et prise de poids et prise d'alcool. Donc justement, juste pour rebondir à ce commentaire, c'est un peu un non-sens dans un pays où on est, sur le plan mondial, on est un des premiers consommateurs d'antidépresseurs, que le sport ne soit pas remboursé. On a plusieurs datas venant notamment des pays scandinaves où finalement, en fait, prescrire 2-3 séances de sport à des patients, ça permettrait d'économiser des millions, voire des milliards pour notre système de santé. Mais encore faut-il que ça se mette en place. Est-ce qu'on a des exemples de sport sur ordonnance dans le cas de... Oui, nous à Lille, on le fait. On le fait, oui. D'accord. Et Xavier, tu es remonté à cheval? Oui. Ah bah voilà. Oui. C'est bien, mais objectif. Attends, non, justement, parce que maintenant il faut le vivre. J'ai une question Oui. pour le docteur Mélin. J'ai vu un slide qui m'a interpellé. Obésité et addiction. Le fait d'être obèse, ça pouvait diminuer les addictions. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y avait un point d'interrogation, mais... Non, alors il y a dans les deux sens, effectivement, les données épidémiologiques montrent que si vous regardez les populations
obèses, et particulièrement les grands obèses avec des BMI supérieurs à 40 kg, il y a moins d'addiction. Il y a moins de toxicomanie intraveineuse, il y a moins de tabagisme et il y a moins d'alcool chez les grands obèses. On n'a pas dit que faire grossir les gens, ça allait régler le problème de l'addiction. C'est pas ça. C'est juste des strates épidémiologiques qui ont été faites en fonction du poids. Et on se rend compte que des grandes obésités, les addictions, elles s'effondrent. Donc ça, c'est une constatation. Et puis la deuxième chose, c'était l'obésité, dans l'autre sens, c'était le transfert des addictions. Donc effectivement, quand on essaie de régler l'obésité, apparaissent parfois des dérapages, y compris sur le sport. Hein. J'ai souvenir d'un patient à qui il a tellement bien entendu qu'il fait 2 heures de sport tous les jours. Et c'est le point qu'il rate des rendez-vous. À un moment, il retrouvait un boulot, il n'est pas allé à un rendez-vous pour trouver du boulot parce que c'était le moment où il devait aller à la salle, il y avait son coach sportif qui l'attendait, quoi. Il faut peut-être qu'on remette le curseur des priorités, quoi. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour Xavier quand même. Là encore, volontairement, je la pose aux patients et pas aux deux médecins. Dans ton entourage, ça doit t'arriver souvent, des gens qui te demandent conseil. Est-ce qu'il faut faire, pas faire l'opération? À qui tu conseilles de le faire? À qui tu dis non? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Pardon. Moi, je me positionne dans le sens où dans les gens que je côtoie, j'ai des parents qui ont une jeune fille qui a 16 ans, qui est obèse, enfin qui est forte, et c'est ce que lui a conseillé leur médecin traitant. Leur dit mais il faut qu'elle se fasse opérer et tout. Et je lui ai dit non. Commence par bon, je pense qu'elle a des problèmes hormonaux, des choses comme ça, mais commence par faire des analyses, voir les choses, et faut attendre. Enfin, je veux dire, c'est trop jeune. Faut pas non plus. La sleeve, c'est vraiment quelque chose qui arrive. C'est pas anodin. Et puis c'est quelque chose qu'il faut. Il faut gérer. Après être opéré, il y a plein de gens qui vous en parlent parce que ils osaient pas avant et tout. Et si on est, enfin moi je parle assez facilement de ça parce que voilà, je l'ai accepté et ça s'est bien passé en plus. Mais c'est pareil, il y a une jeune femme que je connais qui ne s'accepte pas. Elle a perdu 30 kilos, je crois, seulement. Pour moi, c'est seulement parce que moi, j'ai perdu 80 kilos. Elle a perdu 30 kilos, elle s'accepte plus. Elle a plus de rapport avec son mari, voilà, elle s'accepte plus. Et donc c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est pour ça que le suivi psychologique avant l'opération est vachement important. Moi bon ça commence à dater, mais j'ai quand même vu la psychologue 4 fois avant de valider l'opération. Et on s'est vu pratiquement 1 heure à chaque fois. Et on approfondit les choses. Et il y a l'évolution, je veux dire, sur 8 mois, on évolue par rapport à ce que l'on entend, par rapport aux examens qu'on fait, par rapport à tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez un point que vous aimeriez ajouter dans la discussion? Moi, j'avais envie de partager ça avec vous. Tout ce qu'on a entendu là, c'est est-ce qu'il faut hospitalo-centrer ces prises en charge? Parce qu'il y a le pluriprofessionnel, c'est compliqué du côté libéral, quoi. Dès qu'il faut mettre 3 personnes à causer ensemble, ça devient compliqué et c'est un peu moins compliqué à l'hôpital. Donc, est-ce qu'il faut hospitalo-centrer ces prises en charge-là ou est-ce qu'il faut les démocratiser? Et comment on fait? Est-ce qu'il devrait y avoir un centre par département? Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous auriez... Parce que c'est ça qui va se jouer en démocratie sanitaire demain. Dans les années, Jérôme nous l'a dit, on n'aura pas des traitements efficaces tout de suite. Donc c'est sûr que au moins du côté de la NASH, la chirurgie bariatrique va être quelque chose qu'on va dégainer de plus en plus. Mais du coup, on a envie d'avoir ça au coin de sa rue. Comment on va être fait? Comment ça va être contrôlé? Enfin, quel regard vous portez sur l'avenir de la chirurgie bariatrique? Est-ce qu'il faut le rester dans des services d'élite, d'experts pour limiter les risques? Est-ce qu'il faut essayer de... Voilà, moi perso, je sais pas. Je sais pas quoi.
Moi, je pense que ce n'est pas possible d'hospitalo-centrer les chirurgies bariatriques pour une simple et bonne raison, c'est que soit on opère de 24 heures sur 24 non-stop et on n'a pas les chirurgiens pour le faire, soit on va se retrouver à jouer au loto pour sélectionner quel patient aura plus de chances d'être hospitalisé à l'hôpital. Je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le maître mot, c'est la pluridisciplinarité et il faudrait que nos autorités arrivent à imposer. Il y a des cliniques qui le font très bien. Dans les Hauts-de-France, il y a des cliniques qui font de la chirurgie de l'obésité où le parcours patient est respecté. Et d'un autre côté, effectivement, il y a des patients qui sont vus par le chirurgien le lundi et le mercredi, ils sont sur la table d'opération. Je pense qu'il faudrait vraiment insister sur la nécessité d'avoir ce parcours. Et vous n'aimez pas le mot éduquer, mais là, il faut rééduquer nos collègues en clinique, rééduquer nos collègues même en CH, en CHG. Il y a des petits CHG où c'est pas aussi bien fait qu'ailleurs, mais on ne pourra pas absorber le nombre de patients attendus dans nos hôpitaux. C'est pas possible. Pascal aime bien le mot éduquer. Il aime bien. C'est Jérôme Boursier qui l'aimait pas. Oui, c'est ça. Éduquer les médecins, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, une intervention. Je voulais revenir sur l'activité physique. Il y a le sport du coup sur ordonnance, effectivement, qui est maintenant ouvert aux 30 ALD depuis septembre. Donc ça, c'est une chose positive parce qu'on peut rebooker pas mal de choses. Par contre, il n'y a pas d'ALD 6 potentiellement fibrose en fait. On est tout de suite à cirrhose alcoolique, hépatite B, hépatite C. Donc il y a pas de, on peut pas rentrer dedans en fait. Il n'y a pas d'ALD obésité, il n'y a pas il y a pas- d'ALD. Sinon, Voilà. il faut être en cirrhose et donc. Et donc, il y a peut-être il faut pousser ça, en fait, parce que sinon, on ne peut pas commencer à accompagner. Il y a des dispositifs intéressants qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'est pas en ALD. Et pour y avoir cette ALD, quand on a un début de fibrose, je crois qu'on a déjà parlé à SOS. Dans Notre les demande, revendications. oui, c'est dans notre plateforme de revendication. Voilà. Mais je pense qu'il faut le rajouter parce qu'il y a cette ouverture du sport sur ordonnance qui est très intéressante et on doit pouvoir pousser pour pouvoir faire rentrer aussi ces gens-là à un moment donné dans des dispositifs comme ça. Tout à fait. D'autres choses à dire? Sinon, on va peut-être conclure la journée. Hein. On a une autre question. Ah, une autre question. Oui, je voulais juste demander un truc parce que la semaine dernière, donc on était sur le road trip et on avait avec nous l'infirmière ETP du CHU de Dijon, Véronique, et elle nous disait qu'elle récupérait en hépato plein de patients qui avaient fait des sleeves en clinique privée et qui avaient plein de complications. Donc, est-ce qu'il y a des moyens justement de, je sais peut-être pas légiférer, mais de voir un petit peu les capacités des uns et des autres pour justement éviter ce genre de problème? Parce qu'elle m'a dit, on en récupère plein au CHU avec des complications post-opératoires. Est-ce qu'il y a des problèmes de qualité Oui, clairement. Moi, je fais des gardes aux soins intensifs gastro. On est souvent appelé à 2h, 3h du matin pour le patient lambda qui a eu sa chirurgie en ville et qui arrive en choc septique parce qu'il a une fuite, il a une fistule et il faut aller la voir. Oui. Ça, c'est sûr qu'il y a des disparités de qualité en termes de prise en charge. Mais finalement, je pense qu'en fait, la meilleure éducation viendra des patients. Tant qu'on n'aura pas de patients, entre guillemets, pressés d'être opérés, tant qu'on n'aura pas de patients qui se focaliseront sur le poids au lieu de se focaliser sur des objectifs de vie. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais encore interne, une patiente, elle s'en foutait de perdre du poids, mais ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir entrer dans la robe bleu turquoise qu'elle avait achetée pour le mariage de sa fille. Et pour entrer dans la robe bleu turquoise du mariage de sa fille, il lui fallait perdre 5 kilos. Et avec de la motivation, sans chirurgie bariatrique, elle a perdu ses 5 kilos. Après ces 5 kilos-là, il fallait rentrer dans le pantalon pour le diplôme de son fils. Elle a reperdu 5 kilos. Après 5 kilos, elle a eu un petit-fils. Elle s'est dit, pouvoir faire les galipettes avec mon petit-fils, il faut que je sois pas essoufflée. Elle a reperdu du poids. Et aujourd'hui, cette dame, elle va parfaitement bien. Elle n'a jamais eu besoin de chirurgie bariatrique. Je pense que le maître mot, c'est le patient. Il faudrait pas que vous acceptiez, ou alors il faudrait changer de mentalité en se disant, s'il y a eu un parcours de soins, c'est pas pour rien. Certes, ça prend du temps, mais vaut mieux prendre quelques mois qui finalement dans une vie ne sont que quelques mois et avoir une fin de vie, un reste de vie dans des conditions plutôt agréables. Je pense que au-delà de
on peut toujours dire oui, bah, les autorités n'ont pas fait ci, oui, les autorités n'ont pas fait ça, mais en même temps, s'il y a des chirurgiens qui opèrent au bout de 3 jours, c'est parce qu'il y a des patients qui acceptent d'être opérés au bout de 3 jours. Donc, je pense que le maître mot, c'est vous, association de patients, vous, patients, il faudrait accepter les parcours de soins. Oui, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée aussi que pour que ça aille bien, il faut faire des gosses. Mais est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale hyper importante sur le poids? Parce que les patients, les personnes, pas seulement les patients, mais nous tous, on est quand même hyper sous la pression des images qu'on a, de la société, la pression. Il faut être parfait, bien sous tout rapport. Il ne faut pas être trop gros. Il faut être une mère de famille. Quand on est une femme, il faut avoir des enfants. Il faut ceci, il faut cela. Enfin, je pense que les associations de patients et les pairs, ils peuvent aussi beaucoup travailler entre eux sur le fait que... je crois que vraiment, pour le coup, c'est important de pouvoir parler de tout ça. Ça remet quand même aussi en question un petit peu l'image que la société nous impose. Tout à fait. Je sais pas, c'est mon côté un peu révolté, mais... Non, mais tout à fait. C'est pour ça. Il y a une pression de dingue quand même, non? Un exemple typique par rapport à ce que vous venez de dire. L'anniversaire de ma nièce, c'était il y a quelques mois. Et en fait, ma nièce avait 7 ans. Et au bout de 7 ans, à 7 ans, j'ai proposé une part de gâteau à une petite fille qui m'a dit non, je suis grosse, je ne peux pas la manger. À 7 ans. À 7 ans. À 7 ans. Non, mais là, tu prêches des convaincus. Oui. Notre enjeu pour nous, c'est bien de se battre contre la grossophobie tout en travaillant pour que des gens puissent perdre du poids. Mais pour moi, et je dirais ça m'amène à la conclusion de cette table ronde, hein, la leçon principale que j'ai retenue, c'est ce qu'a dit Xavier, hein, c'est que l'objectif de la chirurgie bariatrique, c'est pas le poids. Et ça, moi, je trouve ça formidable de pouvoir dire ça. Moi, là, tout d'un coup, je me suis éclairé. Là, il y a quelque chose qui. Voilà. Et j'ajoute, pour nous qui nous intéressons au foie, c'est pas que le foie non plus. Hein. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'on le prenne dans quelque chose de global, de social, des maladies qui vont avec. Enfin, et c'est vachement intéressant à appréhender comme ça. Et tout d'un coup, ce qui était une espèce de technique un peu barbare, quoi, ça devient un outil vachement intéressant de santé globale, quoi. Hein. Donc ça, c'est la première leçon que je retiens, moi. La deuxième leçon, c'est effectivement que la chirurgie bariatrique, bah oui, ça marche, donc c'est bien, c'est un traitement qui marche contre la NASH et profitons-en, mais que ça marche pas n'importe comment, ça marche pas dans n'importe quelle condition, qu'il faut faire ni trop tôt, ni trop tard, et qu'il faut le faire, et c'est pas le truc qui va renverser la situation, c'est un élément fondamental, un élément fort, mais un seul élément d'un grand parcours. Et comme vous le rappeliez, l'hygiène et l'activité physique et la nutrition, c'est la base, ça reste la base d'une manière ou d'une autre. Voilà. SOS hépatite, c'est marrant, je retrouve plein de choses qu'on avait dans l'hépatite C. Hein, voilà. Et puis, n'oublions pas la qualité de la vie, hein, parce que on nous disait t'as plus de virus, t'es guéri. Voilà, maintenant on nous dit t'as perdu 49 kilos, de quoi tu te plains? Bah non. Et donc cette idée d'imposer un service après-vente, un suivi. Comme on a pu le faire contre les hépatites virales, là, il y a quelque chose de très intéressant aussi à travailler. Donc, ça fait beaucoup de choses qui me paraissent tout à fait épatantes. Et ben voilà, merci pour... Oui. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit le docteur. C'est-à-dire qu'il faut aussi éduquer le patient. C'est-à-dire qu'une sleeve, c'est pas anodin. On vous fait maintenant, on fait une sleeve par Célio. On a 5 petits trous. Voilà, et on vous a enlevé un bout d'estomac. Mais ce qu'il faut que les patients comprennent, c'est que ce bout d'estomac qui a été enlevé, avant qu'il soit aussi résistant qu'il était auparavant, il faut du temps. Et ça, souvent, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que vous dites que les patients arrivent, consultation, fin de semaine, ils sont opérés. Non, ça ne peut pas aller comme ça, parce que ça veut dire que vous entrez, vous voyez le chirurgien, vous êtes opéré tout de suite, donc derrière, 8 jours après, vous pouvez courir et gambader comme un lapin. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que ça se reconstruise à l'intérieur, et c'est vachement long. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de problèmes sur les sleeves, je pense. Mais je pense que ça vient aussi des chirurgiens. Enfin, on fait confiance aux chirurgiens. Il faut une explication.
Enfin, je veux dire, Bah, la confiance n'exclut jamais la méfiance, hein. Moi, enfin, personnellement, je suis une femme, je pense qu'on réagit différemment en tant que femme et homme. Je pense. Non, après, c'est pas un jugement. Je pense que sur la sleeve et sur le niveau de l'objectif, je pense qu'il est différent chez un homme et une femme. Parce que la pression sociale n'est pas la même, ce que disait Camille. Je pense. Ouais. Et je reviens tout à fait à ce qu'elle dit. Et je pense que moi, je suis tombée sur une chirurgienne qui pensait plus à faire de l'argent. J'étais en clinique. Je suis arrivée, elle m'a demandé combien je pesais, enfin voilà, les rendez-vous qu'il y avait à faire. Et elle m'a donné le tarif. Écoute, nous, en 25 ans, on a éduqué les hépatos. Je pense qu'on va réussir à éduquer les chirurgiens. Hein. Pas de raison. Moi, le chirurgien m'a demandé en premier lieu 500 € de dépassement d'honoraires. Ça, c'était le premier truc qu'il m'a demandé. Alors, bravo. Bah, après, je suis obligée de rebondir, hein, parce que là, il ne faut pas qu'on rentre dans le tout stigmatisant. Il y a de très bons chirurgiens en clinique, il y a de très bons chirurgiens à l'hôpital public, il y a des chirurgiens qui sont probablement moins bons à l'hôpital public et des chirurgiens probablement moins bons à l'hôpital, dans des cliniques. Vu l'auditoire qui nous écoute, il ne faut pas dire bah non, les chirurgiens sont tous mauvais, les chirurgiens sont tous méchants. On a eu Non, mais on a oui, eu. non, je me permets, c'est probablement pas ce que vous dites, mais je me permets quand même de bien le dire, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être, c'est comme il y a probablement des mauvais hépatologues, probablement de moins bons, de meilleurs hépatologues. Le problème, la question n'est pas. On a vu des chirurgiens qui nous ont demandé des dépassements d'honoraires. La question est, il faudrait qu'on arrive tous ensemble à mettre en place les parcours de soins pour avoir la meilleure prise en charge pour tout le monde, parce que certes vous êtes impacté, mais finalement en fait c'est toute la société qui est impactée quand un patient est impacté. Néanmoins, la question du coût est posée, mais effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est des gens avec qui on peut parler, c'est tout. Hein. Et c'est ce qu'on demande depuis 25 ans, il n'y a pas de raison. Bah, il faudrait voir les sociétés savantes de chirurgie. Oui, alors il y a les sociétés savantes et les autres. Voilà, je crois qu'on peut conclure sur cette table ronde. Je vais laisser, je ne sais pas si c'est Fred ou Pascal qui donne le mot de la fin.